Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Mardi dernier, François Bayrou a convoqué la presse pour annoncer les nouvelles convictions de son gouvernement. Notre conviction, celle qui justifie la réunion de ce matin, est que seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée. Rien ne serait possible sans leur soutien, et leur soutien ne viendra que de leur pleine information. La vérité permet d'agir. Tout un programme venant d'un Premier ministre qui n'a pas arrêté de mentir sur l'affaire Betaram. Mais en plus, on se demande quand même sur le fondement de quoi ils agissaient avant d'avoir choisi la vérité. Ce n'est pas cette dette que nous avons privilégiée. Nous aurions dû investir dans la recherche et dans l'innovation. Nous avons préféré la dette de facilité, qui finance le train de vie quotidien, nos feuilles de maladie d'aujourd'hui, les déficits de fonctionnement et les dépenses courantes. On rappellera quand même que cette dette de facilité dont il parle, c'est en partie la sienne. En effet, François Bayrou gravite dans les sphères du pouvoir macroniste depuis 2017. Ce mardi, le Premier ministre semblait particulièrement de bonne humeur. Et une fois sa tirade déclamée, il s'est mis un petit peu à faire le maître de cérémonie et à distribuer la parole. La parole est au ministre de l'économie. Merci. Trop content de son effet, il a essayé de recommencer, mais on lui a coupé l'herbe sous le pied. Pour réussir tout cela, il est essentiel, le Premier ministre l'a dit, de rétablir nos comptes publics. C'est pourquoi je passe la parole à la ministre en charge, Amélie de Montchalin. Je vous remercie. Frustré de n'avoir pas pu donner la parole à sa ministre, il s'est vite précipité. Avec cela, nous pouvons réduire la dépense, le faire sans tronçonneuse, sans serpette ou sans sécateur, mais le faire avec démocratie, efficacité et, je crois, confiance des Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à Catherine Vautrin. Merci. Merci à Astrid Panossion-Bouvet. Et maintenant, c'est à François Rebsamen qui va parler de ce poste, cette organisation si importante des collectivités locales. Merci. Il a pris sa mission très à cœur, au point peut-être d'oublier parfois qu'il est Premier ministre et pas un pilier de bar en train d'écouter le copain raconter sa dernière histoire incroyable. Et ça, c'est réellement l'enjeu que nous avons parce que finalement, la promesse, nous devons conduire ce travail collectif pour dessiner ensemble les solutions pour sauver le modèle. L'une d'entre elles, c'est le travail. C'est pour cela que je passe la parole à Astrid Panossion-Bouvet. Merci. Qu'il est concentré. Vous connaissez, dans le cadre de la loi de finances, je remercie les collègues, l'effort qui est prévu dans la loi de finances 2020. Alors, c'est pourquoi, pour participer vraiment à la réduction... Bon, quand c'est un mec, on voit qu'il est beaucoup moins intéressé par ce qu'il se disait, hein. C'est vrai que c'est quand même un spécimen à part Bayrou, hein. Or, le surgissement ouvert par l'agression d'un pays hyper puissant par la taille, par les ressources, par la technologie. Le vin à midi juste avant une réunion, c'est généralement pas très recommandé. Alors, c'est très drôle tout ça, c'est vrai. C'est un peu comme un clown qui exercerait à son insu. Mais on peut pas juste le regarder et rigoler. Parce qu'avec son gouvernement, il s'apprête à faire des choses très importantes et qui ne semblent pas aller dans l'intérêt du plus grand nombre. On va donc arrêter les blagues pour un instant et parler de finances publiques, de budget et d'autres horreurs parce qu'elles risquent d'avoir un impact massif pour notre vie à tous. On reviendra ensuite sur les quelques petites choses qui ont pu passer sous les radars et qui sont assez graves, avant de faire un tour du côté de la commission d'enquête du Sénat sur les aides aux grandes entreprises pour voir un peu comment les grands capitalistes assument de prendre le beurre, l'argent du beurre et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouveau numéro de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Mardi 15 avril 2025, le Premier ministre a ainsi annoncé des coupes très importantes dans les dépenses publiques. On parle de sommes entre 40 et 50 milliards d'euros, ce qui inquiète beaucoup les députés de gauche qui ont demandé au ministre de s'en expliquer. Monsieur Lombard, vous affirmez qu'il faut à nouveau tailler dans les dépenses à hauteur donc de 40 ou de 50 milliards selon les documents. Pourquoi est-ce que vous ne remettez pas en cause votre politique de l'offre qui gave les plus riches au détriment des plus pauvres, tout en étant inefficace? Alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi ces milliards sont-ils supprimés pour l'année prochaine ? La réponse des macronistes est simple. Tout va mal, on dépense trop. Et la solution des macronistes est tout aussi simple. Il faut dépenser moins et mieux. Pour justifier cette baisse de dépenses, le Premier ministre a dû dresser un portrait catastrophiste de la situation économique planétaire. Le président des États-Unis a déclenché un cyclone dont les conséquences ne cesseront pas de sitôt. En donnant le signal de départ d'une guerre commerciale planétaire sans avertissement du jour au lendemain, frappant d'inimaginables droits de douane, d'abord ses concurrents chinois et très vite ses plus proches alliés, les obligeant à des mesures de rétorsion en elles-mêmes dangereuses, avant que se multiplient les volte-face imprévisibles, les allers et les retours. Ce cyclone, en quelques jours, a jeté à bas le cadre même, les fondations et la charpente de notre vie économique mondiale. Mais en France, la situation serait catastrophique parce qu'on n'aurait pas osé affronter le réel pendant des années. Et c'est une raison de plus pour ressaisir les énergies et affronter les obstacles. Car, à nos yeux, c'est de cette confrontation, de cette seule confrontation entre le réel, aussi incommode qu'il soit, et notre volonté, notre ambition pour la nation, c'est de cette seule confrontation que pourront naître les orientations d'avenir pour le pays. Tout ça, c'est quand même de la belle langue de bois. Ça n'a pas beaucoup de sens réel, justement. Alors regardons un peu les trucs concrets mis en avant par le gouvernement. La première explication est simple, et pourtant trop souvent ignorée. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Ce défaut productif impliquerait alors un déséquilibre de la balance commerciale. Et en bleu, constamment déficitaire, depuis au moins un quart de siècle, c'est la France. Nous avons aujourd'hui un déficit commercial qui s'élève à 100 milliards par an. Après avoir dit que Trump était un cyclone, Bayrou reprend les mêmes arguments ineptes que Trump. Dire qu'on exporte moins que ce qu'on importe, ça veut pas dire qu'on ne produit pas beaucoup ou que notre économie ne va pas bien. Ça veut juste dire que nous consommons beaucoup de ce que nous produisons, mais que nous ne produisons pas tout ce que nous consommons. Avec ces raccourcis, Bayrou fait rentrer les Trump Economics dans la vie politique française et ce n'est pas bon signe. Tout ça, au fond, c'est pour justifier sa croisade austéritaire au nom des générations à venir. Ce risque est politiquement insoutenable, mais plus profondément encore à mes yeux, il est moralement inacceptable. Quand on parle de morale en politique, on juge souvent les conséquences présentes des actions menées par les responsables politiques, mais on devrait aussi juger les conséquences futures de leurs actions. Car la responsabilité de toute femme ou de tout homme politique s'étend aux générations à venir. Et comme d'habitude, les ministres rapprochent ça de la situation d'un ménage. Si nous étions un ménage, nous sommes en train de décrire une situation où il faudrait passer de 100 € de dépenses à 94 € de dépenses en 6 ans. Nous voulons réduire de 6% notre dépense publique en 5 ans. Or, un ménage et un État, ça ne marche pas du tout, mais alors du tout pareil. Contrairement au ménage, il est tout à fait normal qu'un État s'endette. La question qui divise les économistes est de savoir de combien et pourquoi faire. De tout ça, Bayrou ne veut pas trop en entendre parler. Pour lui, si la question de la finalité de la dette est très secondaire, c'est parce qu'on serait au bord d'un gouffre financier, apocalyptique, terrifiant. Bref, il emploie la tactique de la terrorisation austéritaire. Classique. Cependant, la situation française est beaucoup plus nuancée que cela, comme l'a rappelé Éric Coquerel. C'est pas vrai. Il n'y a pas le feu au lac. Là, il y a des obligations qui viennent d'être émises. Tout le monde s'est précipité sur les obligations françaises parce que c'est un placement sûr. Donc, arrêtons de laisser penser que le seul alpha oméga, c'est la question des déficits. Ainsi, les investisseurs internationaux sont très loin de penser que la France est au bord de la rupture financière, comme l'avance le gouvernement. Au contraire, elle semblerait retrouver sa valeur refuge.
Mais ce qui est très gênant dans tout ça, c'est le sentiment de main propre qui exude des macronistes qui se permettent d'en faire une question morale dont ils seraient immaculés. La deuxième solution de facilité serait d'emprunter. Et c'est ce que nous faisons depuis des décennies. Nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'une situation de surendettement. La comparaison avec notre voisin allemand est à cet égard très frappante. Vous avez la courbe sous les yeux. Or, quand on regarde bien le graphique, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'entre 2017 et 2020, soit avant le Covid, l'endettement de la France explose. Et ce n'est pas donc de la dette Covid. Autrement dit, Bayrou critique la dette que Macron lui-même a contractée. Et tout ça, ça s'explique avec leur propre tableau. Ce qu'on peut y voir, c'est qu'entre 2016 et 2023, les recettes fiscales se sont effondrées, au même moment où les dépenses ont dû augmenter. Et la machine miracle pour l'endettement est arrivée. On dépense plus que ce qu'on gagne et donc on emprunte. Ainsi, cette situation budgétaire est directement en lien avec la politique économique d'Emmanuel Macron, qui est, d'ailleurs, reparti pour un tour. Si l'argent pour le social, c'est difficile à trouver, François Bayrou a assumé en revanche d'en trouver très facilement pour l'armée. Le gouvernement affirme donc ses choix pour répondre à l'effort nécessaire. Respecter les engagements pris dans le cadre de la loi de programmation, 50,4 milliards cette année. Prendre notre part de la remise à niveau en tenant compte des efforts que la France a déjà consentis, par exemple pour notre force de dissuasion. Ce qui signifiera sans doute un effort de quelques 3 milliards supplémentaires l'année prochaine. Outre cette augmentation des dépenses, le déficit chronique est nettement aggravé par la baisse constante et méthodique des recettes fiscales, la politique de l'offre. C'est que ce qui a été proposé depuis des années, mais encore plus depuis 2017, et assumé en tant que tel, là je caricature rien, c'était de dire on va attirer les capitaux en France. Donc pour attirer les capitaux en France, on va donner des conditions fiscales avantageuses pour permettre les investissements et l'emploi. C'est à peu près ce que nous disait Bruno Le Maire. Comme d'habitude, les macronistes jouent un double jeu. D'abord, ils démantèlent les impôts, baissant significativement les recettes de l'État. Cette situation aggrave le déficit et crée mécaniquement de l'endettement. Une fois la situation bien pourrie, ils crient à la gabegie budgétaire pour justifier des coupes toujours plus antisociales. C'était déjà le cas au début du premier quinquennat Macron. En même temps qu'ils ont supprimé l'ISF, ils ont aussi diminué les APL de 5 €. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Eh ben, ça y est, c'est reparti. En effet, François Bayrou, en bon macroniste, a évidemment tracé un chemin qui lui semblait tout naturellement adapté. Ne rien changer, juste couper davantage. Si l'État n'a plus d'argent dans ses caisses, il suffit d'augmenter les prélèvements. C'est un raisonnement qui paraît simple, mais qui est intenable, car la France est déjà le pays qui détient le taux de prélèvement obligatoire d'impôts et de taxes de toute nature le plus élevé dans le monde. Donc, on n'augmente pas les impôts et on baisse la dépense. Mais ne vous inquiétez pas, dans le monde magique de la Macronie, il va bien se passer. Nous sommes convaincus que sans dégrader la qualité des services publics et sans dégrader la qualité des protections sociales assurées par accordées à nos concitoyens et auxquelles nous sommes tous attachés, nous pensons qu'il y a des marges importantes dans une réduction de la dépense publique qui en réalité sera assez modeste. Alors, c'est le cyclone économique, mais une réduction modeste des dépenses suffit. Et en plus, ça sera une baisse de la dépense, mais pas de la qualité. Parce que, rassurez-vous, ils savent bien que les inégalités sont croissantes en France et que les services publics sont en souffrance. Si l'on veut prendre la mesure de la situation de notre pays telle que la ressentent les Français eux-mêmes, la première considération est celle du manque de moyens financiers auxquels nous sommes exposés, tant pour l'action publique que pour la vie personnelle. Pas assez de moyens pour les services publics, pas assez de ressources pour la vie personnelle ou la vie du foyer. Pour les inégalités, nous sommes en 12e position. Or, une politique de rééquilibrage des dépenses publiques, politique à nos yeux nécessaire, est possible. Vous avez entendu. Le résultat naturel de tous ces constats, c'est donc de baisser la dépense. Interrogé sur la taxe Zuckman, qui assujettirait le patrimoine des ultra-riches à un impôt de 2% par an,
Le ministre a répondu que ce serait vraiment trop dur pour les ultra-riches. Une taxe qui oblige un propriétaire d'une entreprise, de son entreprise, à vendre, parce que en général, enfin pas en général, les grandes fortunes en général, ce sont des personnes qui détiennent des grandes entreprises. Et donc la taxation de la grande fortune oblige à vendre une entreprise. Vous calculez, vous vendez 2% par an. Nous avons une masse d'investissement possible en France qui est un peu limitée par l'absence de fonds de pension. Donc au bout de quelques années, eh bien, ce sont les investisseurs non français, non européens d'ailleurs, qui achètent les entreprises. Et l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus besoin de cette taxation, mais le problème, c'est que nous n'aurons plus la propriété de nos entreprises. Ces pauvres ultra-riches. Au voleur, assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Et en plus, ce que dit le ministre, c'est même pas vrai. Les ultra-riches ne paient pas avec leur argent. Ils empruntent aux banques. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de revenus et donc ne paient pas d'impôts dessus. La taxe Zuckman a été pensée justement pour prendre en compte ces situations et corriger cette méthode d'optimisation fiscale monumentale. Si la taxe Zuckman était adoptée, les ultra-riches emprunteraient 2% de la valeur de leur entreprise pour payer cet impôt. C'est tout. En revanche, les Français ordinaires n'ont pas eu le droit à ce traitement de faveur. Nous sommes devenus parfois un État guichet, un État qui distribue. Il nous semble que recentrer l'État sur sa capacité à planifier et à agir efficacement plutôt que d'être dans les subventions automatiques, les chèques. Le dernier élément, c'est que certains appellent la gratuité qui déresponsabilise. Souvent, parce qu'il n'y a plus d'étiquette, parce que nous ne connaissons pas le prix des services publics, nous avons oublié qu'il n'y a pas d'argent public. Il n'y a que notre argent. Il n'y a pas d'argent de l'État. Il n'y a que l'argent des Français. Il y a une augmentation du taux de recours aux arrêts maladie à tous les âges, et en particulier pour les jeunes. Il y a ici un enjeu de responsabilisation des salariés. Alors, pour les ultra-riches, payer 2% en impôts par an, c'est très injuste et très méchant. En revanche, pour les salariés, il faut les responsabiliser à la gratuité dont ils bénéficient avec largesse. Il ne faut pas les laisser s'habituer à ce soi-disant État guichet. Bref, c'est une ribambelle de discours néolibéraux moralisateurs que le capitalisme a toujours su mobiliser pour justifier sa violence sociale. Cette orientation générale, on la voit. Pour Bayrou, c'est aux travailleurs et pas aux riches de redresser cette situation. Les salariés d'aujourd'hui, qui sont en première ligne dans cette charge de la dette, pas plus que nos enfants ou nos petits-enfants, n'auront aucune possibilité de refuser la charge que la nation leur aura laissée. Et il est moralement insoutenable de faire supporter aux générations de travailleurs actuels et futurs nos dépenses de tous les jours. Soi-disant parce qu'ils seraient vachement bien protégés. La France est très performante en ce qui concerne les conditions d'emploi. C'est assez intuitif. Même assoupli un peu en 2017, notre droit du travail est très protecteur. Et c'est connu. Je parle ici des protections juridiques en matière d'embauche et de rupture des CDD ou des CDI. Et nous sommes dans le haut du tableau de l'OCDE, vous le voyez sur ce graphique. Alors, pour améliorer la situation, les macronistes disent vouloir protéger notre modèle social. Nous devons agir pour garantir la survie de notre modèle social, modèle unique de solidarité. Mais uniquement en le révolutionnant, c'est-à-dire en le détruisant. Mais nous savons aussi que notre système doit connaître des évolutions, doit accepter des évolutions et même des révolutions. Bref, d'un côté, les macronistes parlent d'inégalité sociale, de faiblesse des services publics et de l'autre, ils n'ont qu'un mot à la bouche, démanteler l'État. 50 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est presque le budget de l'éducation nationale en son entier. C'est colossal. Mais comme d'habitude, le pouvoir se déguise et prend les vêtements de la respectabilité et du bon sens. Dire aux Français que nous pouvons, avec quelques principes, je crois, de très grand bon sens, des principes qu'ils d'ailleurs appliquent dans leur vie quotidienne, en faire aussi des principes pour le pays. Le premier principe, c'est donc de suivre la logique qui est qu'a priori, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on le reçoit. Or, derrière ces déguisements se cache la volonté cruelle de démanteler la puissance publique au profit du privé. Ils cherchent à amoindrir la solidarité nationale, affaiblir le soutien à nos aînés et aux plus précaires pour permettre au capital d'être toujours plus rentable et toujours moins contrôlé. Contre ces discours hégémoniques, repris en chœur par l'essentiel de la classe politique et médiatique, il est central de les exposer pour ce qu'ils sont,
le rapport de force ultra-capitaliste. À côté de ça, insoucieux de la catastrophe qu'il est en train d'amorcer, notre Premier ministre fait de la poésie et parle de montagne. C'est dans ce cadre, en prenant appui sur la prise de conscience des citoyens de la réalité de la situation du pays, que le gouvernement choisit les 4 orientations de son action, qui seront, pour reprendre l'image de l'Himalaya, 4 voies d'ascension. Il y a des continents d'énergie qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il suffit que nous les libérions et que nous nous libérions des pesanteurs et des entraves qui nous emprisonnent. C'est ce mouvement de libération que nous avons entrepris ensemble ce matin. Il fait de la poésie, se perd dans ses fiches, mais surtout, il veut continuer à démanteler notre état social. Ces aptitudes inhérentes au comique ne doivent pas nous en distraire. Et en parlant de dangers qui pèsent sur notre République, rubrique suivante. L'actualité parlementaire de ces dernières semaines a été mouvementée. Frontière, un journal d'extrême droite, a publié une cartographie de ce qu'ils estiment être l'extrême gauche en France. Sur cette carte, on retrouve Alain Soral, le Secours catholique, Brut, la Croix-Rouge, Quotidien, Libération, Papendiaï, l'Arcom, TV5 Monde et Blast. Bon, déjà, on voit pas bien ce qu'ils ont contre TV5 Monde, hein, mais ce que ça montre surtout, c'est que c'est pas vraiment une cartographie de l'extrême gauche, comme ils disent, mais bien un pêle-mêle de gens qu'ils n'aiment pas pour diverses raisons. Alors, quand Frontière a été aperçu à l'Assemblée nationale, l'accueil a été sans appel. Les députés de gauche et leurs collaborateurs qui apparaissaient dans cette liste ont fait part de leur inquiétude. En effet, dans un contexte d'aggravation très inquiétante de la violence d'extrême droite, ce n'est pas très rassurant de la voir faire des listes de gens qu'elle n'aime pas. Cette inquiétude est d'autant plus fondée qu'un événement d'une gravité terrifiante venait de se produire quelques jours avant. On ne règle pas un tel problème avec des élections. On règle un tel problème avec une action T4, mais cette fois beaucoup plus ambitieuse. La semaine dernière, un blogueur d'extrême droite a fait appel à la plus grande opération d'extermination des personnes handicapées, l'action T4, pour s'en prendre à moi et me menacer de mort. L'action T4 a conduit à l'extermination par le régime nazi de plus de 200 000 enfants et adultes handicapés pendant la Seconde Guerre mondiale, par surdose de médicaments, par sous-alimentation ou par asphyxie dans les chambres à gaz. Un crime de masse contre les plus vulnérables et contre ceux qu'on jugeait indignes de vivre pour purifier la société. L'horreur absolue. La concrétisation de l'idéologie eugéniste dans ce qu'elle a de plus abominable. Créatures physiquement altérées. Fiotte, il devrait avoir honte d'exister. Voilà les mots de cette haine endormie des personnes handicapées. En votant pour Marine Le Pen, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà de qui se revendiquent ceux qui appellent à mon extermination. Vous avez bien entendu. En 2025, la banalisation de la violence en ligne et la montée de l'extrême droite libèrent cette parole immonde. Alors si les fachos arrivent au pouvoir, on craint d'avance la violence sociale qui s'en suivra. Cette libération de la parole semble aussi toucher les PDG, qui n'hésitent plus à avouer en commission vouloir prendre l'argent public sans rien donner en retour. Les discours néolibéraux de Bayrou et compagnie sont les soutiens nécessaires au capitalisme le plus dévergondé, comme la commission d'enquête du Sénat sur les aides publiques continue à le montrer. Le 1er avril, les sénateurs ont entendu le PDG de la multinationale ST Microelectronics. Bon, comme c'est un cauchemar à dire, on va dire STM pour la suite. Interrogé par la commission, le dirigeant de STM a d'abord plaidé la transparence. Bon, déjà sur la difficulté donc de trouver les chiffres, je suis assez surpris puisque la société est extrêmement transparente. Hein. Elle produit un document tous les ans qui s'appelle la forme 20F, dans lequel elle est de façon exhaustive, très transparente sur toutes ses activités. Mais dès que les sénateurs ont posé des questions, il s'est senti agressé. Non, je voudrais répondre parce que... Attendez, vous allez répondre à une réponse globale. Non, c'est pas agressif. Si vous voulez... Comme d'habitude avec les grands capitalistes, ils confondent rendre des comptes et être agressés, montrant par là l'impunité dont ils estiment devoir jouir. Après, je ne suis absolument pas agressif. Je pose des questions, des faits, je les étaye, je dis où j'ai trouvé les documents. Votre document VF,
Encore une fois, sans agressivité. Monsieur le Président directeur général, là je suis sur le site internet, n'est pas disponible au public, il faut écrire à votre agence. Alors, regardons un peu le fond du problème. Pour les sénateurs, la question est simple. La France accorde des centaines de milliards d'euros en aide publique aux grandes entreprises chaque année. Autrement dit, elle diminue la masse d'argent que les entreprises doivent à l'État. Un peu comme vous, quand vous faites un don à Blast qui est défiscalisé à 60%. On vous invite d'ailleurs, si vous le pouvez, à faire un tour sur la page de soutien blast-info.fr. Mais les sommes pour les entreprises, c'est colossal. Près de 200 milliards d'euros par an, ce qui représente plus que le budget de la défense, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la justice réunis. Et comme le rappelle le président LR de la commission sénatoriale, ces aides publiques doivent nécessairement avoir des contreparties. Parce que je vois 487 millions d'euros d'aides spécifiques et je n'accepte pas le fait de dire oui, mais on paye énormément, on paye 2 milliards au niveau impôt monde, parce que les 487 millions d'euros, ils viennent de la France, ils viennent pas du monde. Je m'attends pas à quasiment zéro d'impôt derrière. Parce que les aides publiques sont pas faites pour que vous alliez payer des impôts ailleurs. C'est le principe. Les aides publiques, ça peut pas juste être de l'argent fourré dans la poche des actionnaires. L'entreprise doit participer au redressement de l'économie française. Autrement, c'est légitime qu'on lui refuse l'argent public. Mais ça, le président de STM, il n'a pas trop apprécié. Maintenant, si vous me dites, Monsieur Chéry, est-ce qu'il serait souhaitable qu'effectivement le paiement de l'impôt d'une société dans le pays qui octroie la règle soit, je dirais, une nouvelle règle? Mais c'est la responsabilité de l'État de le décider. Et je veux dire, je n'ai pas à me positionner là-dessus. C'est la responsabilité de l'État. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un petit peu la responsabilité de l'entreprise et du patron de l'entreprise? Pas pour une société globale, Monsieur le Président. Il défend donc, devant une commission d'enquête parlementaire, la moralité de prendre des aides publiques sans contrepartie, tout en organisant de l'optimisation fiscale pour soustraire la richesse produite à l'impôt. Et le patron de Carrefour a tenu des propos assez proches lors de son audition par la même commission. Les sénateurs lui demandent de justifier l'utilisation de ces aides publiques alors que le groupe Carrefour annonce des baisses colossales de sa masse salariale. Dans le monde, 217 000 salariés en 2017, en 2023, 166 000. Et ça, je le dis, c'est avant le débat Carrefour 2026 avec le débat location-gérance. Nous y reviendrons. C'est donc en diminution constante des effectifs en France. D'ailleurs, vous l'estimez, c'est la plus forte en France régression, moins 33%. Pour se défendre, le PDG de Carrefour explique que cette baisse est due au passage d'un grand nombre de magasins en location-gérance. Autrement dit, avant, les salariés dans le magasin travaillaient pour la maison mère Carrefour. Et maintenant, la plupart travaillent pour un petit entrepreneur local qui gère un ou plusieurs magasins lui-même. Chaque année, nous avons une quarantaine de magasins qui sont les magasins qui souffrent, qui sont les magasins qui perdent de l'argent, qui sont les magasins que normalement je devrais fermer, qui passent en location-gérance et en franchise. À la fin des fins, quand vous passez d'un modèle de salarié Carrefour à un modèle de salarié en location-gérance, ce que vous avez perdu, de manière incontestable d'ailleurs, vous l'avez perdu, c'est une semaine de congé qui avait été octroyée dans le temps. Les salariés y perdent, c'est sûr, mais Carrefour y gagne, c'est sûr aussi. Ce qui a intéressé les sénateurs, c'est de savoir si les aides publiques du groupe Carrefour bénéficiaient bien à tout le monde. Je trouve la question du rapporteur intéressante sur le fait de savoir... Enfin, je les trouve toutes intéressantes, monsieur le rapporteur. Mais il y a une question qui me effectivement, c'est de savoir que les aides dont on a parlé, elles n'ont pas, elles, baissé au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est uniquement des aides versées au groupe Carrefour ou est-ce qu'il y a un ruissellement derrière sur tous ces magasins qui sont sous franchise ou en location-gérance et donc ruisselle sur l'ensemble des emplois aujourd'hui tenus à la fois par la maison Carrefour mais aussi par les magasins en location-gérance. Merci. La réponse de Carrefour, elle est toute simple. Non. Et sur le ruissellement des aides, est-ce que ça les bénéficie aides dont on parle, aussi c'est les aides Carrefour. Les aides de Carrefour. Les aides Carrefour. Alors, comme le résume Fabien Gay, c'est le groupe qui est accompagné sur la question de l'emploi, et vous avez donné les chiffres. Pour 2014, pour que nous nous mettions d'accord sur le même référentiel, c'est 255 millions d'exonération de cotisations sociales. Et dans le même temps, des emplois qui continuent à décroître. Il y a la question d'abord de l'emploi, M. Bompard, et il y a la qualité de l'emploi.
Parce que c'est deux choses évidemment complémentaires et c'est pas la même chose. Les capitalistes défendent ainsi leurs droits presque innés aux aides publiques, soi-disant pour aider la recherche ou l'emploi. Mais dès que les parlementaires creusent un peu, on voit surtout que les contreparties sont faibles, voire inexistantes, et que les entreprises sont très mécontentes quand les élus de la nation leur demandent des comptes. Le travail de coopération parlementaire est ainsi puissant et efficace, même entre partis politiques qui ne sont pas très proches. Si vous voulez, je vais alors autant notre rapporteur, on n'a pas forcément les mêmes orientations politiques, et on le reconnaît, je suis plutôt quelqu'un de réputation libérale. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Et moi de réputation un peu plus à gauche. Voilà. Moi je suis un socio-libéral, mais plus libéral que social. Cette coopération montre à quel point un Parlement, c'est utile quand on lui en laisse l'opportunité. Voilà pour cette fois. Vous retrouverez très vite un nouvel épisode de Dissolution pour décrypter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça permet de diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Dernier point, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, il reste 81 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. Ce qui distingue principalement l'ère nouvelle de l'ère ancienne, c'est que le fouet commence à se croire génial. Karl Marx. Le travail n'est pas pour nous seulement un facteur de production. Il est aussi et autant facteur d'équilibre et d'épanouissement personnel. Mais du point de vue de la société, l'exclusion du travail est un malheur.